Melanie Perkins est l'une des femmes les plus riches au monde. Et oui, elle est milliardaire. À seulement 33 ans, sa fortune s'élève à 8 milliards de dollars. C'est pas trop mal, on est d'accord? Surtout quand on sait qu'elle est partie de zéro. Comment a-t-elle construit sa richesse? Grâce à une start-up. Une start-up dont elle est la fondatrice, Canva. Canva, c'est un site qui te permet de créer des designs très simplement sur Internet en quelques clics. Aujourd'hui, sa boîte est estimée à 40 milliards de dollars. Pourtant, son succès n'était pas du tout garanti. Pour en arriver là, Melanie est passée par beaucoup de phases de doute, de rejet et d'échec. Et c'est pour ça que son histoire est si intéressante. Parce que c'est l'histoire d'une personne ambitieuse qui n'a jamais rien lâché et qui a fini par réussir. À travers cette vidéo, on va explorer ensemble l'histoire de Melanie pour comprendre comment elle a mis sur pied Canva. Comment elle a trouvé son premier investisseur après des mois de galère. Comment elle est passée de 0 à 50 000 utilisateurs le premier mois de son lancement. Et surtout, comment ce genre de start-up peut te faire gagner beaucoup d'argent. À l'université, Melanie donnait beaucoup de cours de design à ses camarades. Mais très vite, elle s'est rendue compte d'un problème majeur. Les logiciels qu'elle utilisait étaient extrêmement compliqués à prendre en main. Résultat, ses élèves se perdaient dans des fonctionnalités ultra complexes dont ils n'avaient pas besoin, mais pas du tout intuitives. C'est à ce moment-là que Melanie a eu une idée qui allait changer sa vie. Elle a eu une vision d'un outil de design sur une page internet qui serait simple et où tous les outils seraient réunis au même endroit. Cette vision lui a donné ce qu'on appelle le feu sacré. Elle était habitée par cette vision, elle y croyait tellement que dès le départ, elle s'est fixée comme objectif de dépasser Adobe, qui est évidemment le mastodonte, le géant du secteur. Pour te donner une petite idée, le poids d'Adobe, c'est une boîte qui vaut 260 milliards de dollars en 2021, donc on ne parle pas d'un tout petit concurrent. On peut clairement dire que Melanie n'a pas froid aux yeux, puisque c'est clairement David contre Goliath. Je te rappelle qu'à l'époque, elle est simplement étudiante à l'université. Alors, avant de s'attaquer à un tel projet, Melanie décide qu'elle va commencer par tester son idée. Elle a remarqué une niche qui est extrêmement intéressante dans son secteur puisqu'elle est à l'université. Ce sont les annuaires des élèves qui sont toujours un vrai casse-tête en termes de design. Et donc, avec son petit ami Cliff, elle décide de créer sa première boîte qui est un outil de design d'annuaire pour les élèves qui s'appelle Fusion Books. Elle y va avec des moyens extrêmement modérés puisque le bureau de la start-up, c'est simplement sa chambre étudiante, mais pourtant très vite, le succès est au rendez-vous. C'est un succès qui devient énorme car en seulement 5 ans, la boîte devient la plus grosse entreprise d'annuaire de toute l'Australie. C'est très clairement la preuve flagrante pour Melanie qu'il y a un énorme besoin dans ce domaine. Il est donc temps pour elle de s'attaquer à la vraie entreprise, la même chose mais sur un marché beaucoup plus gros, Canva. Ok, donc là, on passe aux choses sérieuses pour Melanie. Elle délègue la gestion de Fusion Books à Cliff et elle s'attaque à 100% à Canva. Son premier objectif est simple, trouver des investisseurs pour investir dans son projet. Elle va pitcher son idée à un premier investisseur en Australie, mais sans succès. Puis, elle va voir un deuxième investisseur. Ça ne l'intéresse pas. Elle va ensuite voir un troisième investisseur. Sans succès. Au total, elle va se faire rejeter plus de 100 fois. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça fait 100 rejets. Imagine-toi parler de tout cœur de ton projet auquel tu crois plus que tout, y consacrer une demi-heure, 1 heure, donner énormément d'arguments pourquoi ça va fonctionner et d'avoir quelqu'un en face de toi qui te répond « J'y crois pas, c'est nul, ça ne marchera jamais ». Imaginez que 100 personnes te disent exactement la même chose. Il faut être sacrément solide pour encaisser les coups et continuer à avancer. Pour rester motivée malgré l'échec, Melanie s'écrivait des notes d'encouragement à elle-même. Elle a d'ailleurs retrouvé sur son blog une note qu'elle s'était écrite à l'époque. « Mel, tu es très fatiguée. Tu es dans une situation difficile, mais tu peux y arriver. Il ne se passe rien de très grave. Tu te sens simplement déprimée parce que tu as l'habitude de réussir les choses plus vite. C'est un environnement difficile. Il n'y a aucun doute que tu vas réussir, que tu vas trouver l'équipe dont tu as besoin, recevoir l'investissement dont tu as besoin et créer la société que tu avais voulu créer. Tu as choisi de te mettre dans une situation difficile. Si ce n'était pas difficile, tu ne serais pas aussi satisfaite quand tu réussiras. » Oui, elle était vraiment très motivée. Et elle a bien fait de persévérer,
car le succès va finalement venir frapper à sa porte sous le nom de Bill Tai. Bill Tremendous, ce vieux Bill. Bill est un investisseur américain de passage en Australie pour assister à un concours de start-up. C'est l'occasion rêvée pour notre héroïne. Pendant un repas, elle va pitcher à Bill l'idée de Canva. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Déjà, les premiers mots qui vont sortir de la bouche de Bill sont « Tu n'avais pas besoin de t'habiller aussi classe ». Aïe. Encore pire, elle essayait de reproduire les mimiques de Bill parce qu'elle avait lu sur internet qu'on appréciait les gens qui bougeaient de la même façon que nous. Le problème, c'est qu'elle le faisait de manière très robotique. Autant dire que le pitch a été un désastre. Enfin, pas tant que ça, car suite à cet échange, Bill l'a présenté à Lars Rasmussen, qui n'est d'autre que le fondateur de Google Maps, tout simplement. Première réussite pour Mélanie. Et encore mieux, ce premier échange entre Lars et Mélanie se passe extrêmement bien. Ils avaient tous les deux la même vision et Lars a tout de suite placé beaucoup d'ambition sur le projet Canva. Il a d'ailleurs accepté d'aider Mélanie à recruter son équipe technique pour créer Canva. Enfin, un rayon de lumière pour Mélanie. Encore mieux, Bill et Lars ont présenté à Mélanie des centaines d'investisseurs jusqu'à en trouver deux prêts à investir, Woody Harrelson et Owen Wilson. Ça y est, la machine Canva est lancée. Enfin ça, c'est ce que Mélanie croyait. Il y a un problème. Lars est exigeant, très exigeant. Il ne veut pas embaucher n'importe qui. Pendant 6 mois, Mélanie va chercher les meilleurs talents aux 4 coins du monde et ils vont tous être refusés par Lars. Au bout d'un moment, elle commence à douter. Elle a peur d'être en train de faire une grosse bêtise. Et il faut la comprendre et se mettre à sa place. À ce moment-là, elle passe tout son temps sur Canva, mais elle ne génère aucun revenu puisqu'elle n'est même pas capable de recruter son équipe technique. Elle se demande « qu'est-ce que je fais là ?» En plus, ça a augmenté énormément les chances d'échec de son autre entreprise Fusion Books qu'elle avait complètement déléguée à Cliff et qui du coup devait tout gérer tout seul. Ceci sans lui assurer la réussite de Canva et donc elle aurait pu se retrouver au final avec les 2 entreprises qui échouent. Mais au bout de 6 mois de galère, elle trouve enfin la perle rare, Cameron Adams, un ancien employé de Google. Lars fait l'entretien, tout se passe bien et Cameron devient le chef technique de l'équipe. Ça y est, ils peuvent enfin commencer à construire, à créer l'outil Canva. Et autant dire que leur patience a payé, car dès le premier mois du lancement, Canva obtient 50 000 utilisateurs. Oui, 50 000 utilisateurs le premier mois, c'est absolument énorme. Et en fait, si on regarde la croissance sur les 8 premiers mois, on pourrait se dire que 50 000 c'est énorme, mais c'est rien comparé à ce qui va venir ensuite. Au bout de 8 mois, c'est 350 000 utilisateurs, et si on dézoome encore plus, voilà ce que ça donne. 34 millions de designs créés par mois, soit plus de 13 designs créés chaque seconde. Oui, Canva est un succès énorme. Mais c'est quoi le secret qui leur a permis de grossir aussi vite ? On pourrait croire que les secrets marketing de Canva qui leur ont permis d'avoir une telle croissance, ce sont des outils marketing classiques comme l'optimisation de mots-clés sur Google, le référencement ou le bouche à oreille. Et bien sûr, ça les a aidés. On peut aussi dire qu'ils ont reçu le soutien d'investisseurs populaires, ce qui leur a permis de générer beaucoup de presse écrite, ce qui leur a permis derrière d'attirer leurs 50 000 premiers utilisateurs. Mais en réalité, la raison derrière le succès de Canva est toute bête. Ils ont résolu un vrai problème du marché. À l'époque, il n'existait tout simplement pas de logiciel facile à utiliser et accessible en ligne à n'importe qui. Et c'est exactement ce que Canva a créé. Tout le long, ils se sont concentrés sur la création d'un produit facile et agréable à utiliser. C'est pour ça qu'avant le lancement, ils avaient proposé une version bêta à des utilisateurs et ils ont analysé, observé tout ce qu'ils faisaient sur l'application. Le but, c'était de voir ce qui n'allait pas, de comprendre ce qui pouvait être amélioré. Et ils ont été confrontés à un gros problème. Ce n'est pas seulement l'outil qui empêchait les gens de faire des bons designs, mais c'était également leur propre croyance qu'ils n'étaient pas capables de faire un bon design. Pour parer à ça, il fallait que dès les premières minutes, l'utilisateur soit capable de créer un beau design dont il serait fier. Et c'était reparti pour des mois de travail. L'équipe a travaillé sur l'expérience utilisateur encore et encore, jusqu'à enfin recevoir des retours positifs des utilisateurs. Et c'est seulement à ce moment-là
que Canva a été estimé prêt à être révélé au monde entier. Ok, donc Mélanie, elle est face au bouton publier de son site, elle appuie et elle va se coucher. Mais quelques heures plus tard, elle se réveille pour aller voir les premiers retours sur Twitter et là, c'est la douche froide. Première critique, Mélanie tombe sur un article qui s'intitule « Canva tente d'apporter un design sur le web aussi puissant que Photoshop ». Voilà ce que disait l'article. Avec Canva, les débutants se sentiront très limités en termes de template. Cela peut paraître très difficile de construire quelque chose d'exceptionnel au début. Mais la bibliothèque de photos est très ringarde et elle ne rivalise pas vraiment avec Shutterstock. Mélanie se met à douter. Elle se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai embarqué tous ces salariés avec moi, tous ces investisseurs qui m'ont fait confiance dans un projet que les gens n'aiment pas. » Heureusement, la réalité est devenue beaucoup plus rose pour Mélanie quand, dans les heures qui ont suivi, elle a vu apparaître sur Twitter de très nombreux feedbacks utilisateurs qui adoraient son produit. De plus en plus de gens se sont mis à adorer Canva, à l'utiliser, à tweeter sur Canva et même à faire des vidéos au sujet de Canva. La machine était lancée et elle ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui, la boîte continue encore de croître, gagnant des milliers d'utilisateurs chaque mois. Mais ce n'est que le début. Mélanie ne compte pas arrêter de sitôt, elle a toujours le même objectif en tête, devenir plus gros qu'Adobe. Et elle ne compte pas abandonner après être arrivée aussi loin. Mais vous vous souvenez dans l'introduction, je vous ai dit que ce genre de boîte pouvait faire exploser vos revenus. Qu'est-ce que j'entendais par là ? Eh bien, si vous aviez fait partie des premiers investisseurs dans Canva, vous seriez aujourd'hui multimillionnaire. Faisons un rapide calcul. Sur sa première levée de fonds, imaginons que Canva valait 10 millions de dollars. C'est très classique pour une boîte qui démarre. Aujourd'hui, la boîte vaut 40 milliards de dollars. Elle a donc multiplié sa valeur par 4000 en 8 ans. Donc, si vous aviez investi 2000 dollars à l'époque, vous auriez aujourd'hui 8 millions de dollars. Bien sûr, ce genre de calcul n'est pas très utile après coup, puisque n'importe qui peut trouver ces chiffres une fois que tout ça c'est déjà réalisé. Mais si je te parle de ça, c'est parce que ça illustre bien la puissance que peut avoir un investissement dans la bonne startup. Alors imagine si toi aussi tu pouvais investir dans ce genre de startup à fort potentiel et multiplier ton investissement initial par 100, par 1000, par 4000. Eh bien, c'est totalement possible grâce au club Léonis Investissement. J'ai créé ce club il y a 4 ans pour te permettre à toi d'investir à mes côtés à partir de seulement 2500 € dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley, issus des plus grands incubateurs comme le Y Combinator où ont été incubés Stripe, Airbnb, Dropbox, Coinbase, etc. etc. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce club privé, eh bien tu peux nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description.